politique, soit vous la faites ou vous la subissez. C'est tout l'intérêt de cette émission Face au peuple sur la radio-télévision Victoire. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Et merci de rester toujours fidèles à nos programmes. C'est bien évidemment l'heure de cette magnifique émission que vous attendez à pareille heure et à pareil moment. Nous sommes accompagnés aujourd'hui d'un géantissime, aujourd'hui de la question politique dans notre cher pays, le Gabon, en la personne de M. Marc-Ulrich Mamalekou, qui normalement n'est plus à présenter, parce que d'ailleurs, c'est une personnalité autant pour moi des médias, mais aussi et surtout président, non seulement de la plateforme qu'il a mise en place, une plateforme panafricaine qui est Osons pour l'Afrique. Et par ailleurs, M. Marc-Ulrich Mamalekou est aujourd'hui candidat déclaré à la présidentielle dans notre pays en 2023. M. Marc-Ulrich Mamalekou, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, c'est tout un plaisir pour nous que de vous avoir sur ce plateau, avec ce magnifique décor d'ailleurs, et c'est aussi un honneur que vous ayez comme ça répondu à notre appel. Président du mouvement Osons pour l'Afrique, un mouvement panafricain, comme d'ailleurs je l'évoquais déjà, mais aussi candidat à la présidentielle de 2023. Monsieur Mamalekou, pour permettre à tous ceux qui nous suivent de mieux comprendre de quoi il est question et de quoi il sera question tout au long de cet échange, et si vous définissiez de manière vraiment précise ce concept de panafricanisme. Oui. Bon, le panafricanisme aurait des définitions, comme on dit, polysémiques, c'est-à-dire à plusieurs angles. Mais pour couper court et pour parler en français facile, le panafricanisme naît de la volonté de voir les richesses africaines être consommées par les Africains et voir les Africains bénéficier du potentiel de leur sol et de leur sous-sol qui est le plus riche au monde. Donc le panafricanisme est né pour lutter contre ceux qui siphonnent, sinon qui pillent nos richesses au détriment de l'Afrique. Donc qui pillent nos richesses et qui paupérisent l'Afrique. Et pour réussir leur plan diabolique, ils imposent à nos États leurs petits coursiers, leurs petits garçons de course, en imposant de fait ce que l'on appelle le déni de démocratie. Donc l'Afrique n'a plus la capacité d'élire ses présidents parce que l'Occident impérialiste impose ces petits dictateurs qui nous font subir son dictat, qui participent avec eux au pillage de nos ressources au détriment du peuple africain. Donc le panafricanisme est né pour renverser la tendance, pour que nous nous réapproprions notre indépendance économique, nous nous réapproprions notre indépendance politique et que nous construisons ce qu'on appelle la prospérité partagée au bénéfice de l'Afrique à partir de nos richesses. Donc pour couper court, le panafricanisme c'est rendre l'Afrique aux Africains. Alors, le panafricanisme, c'est rendre l'Afrique aux Africains. Mais quand on sait que Marc-Ulrich Mamalekou, c'est un personnel des médias sur un premier plan, mais qu'est-ce qui vous a comme ça emmené, quelle est cette étincelle qui vous a emmené à mettre en place un mouvement panafricain comme Osons pour l'Afrique? Bien, il faut dire que, vous l'avez dit, en qualité d'homme de médias, en qualité de journaliste, en qualité de responsable de presse, j'ai œuvré dans ce sens avec la plume. Je suis allé plus loin. D'ailleurs qui est très connue. Je suis allé plus loin, merci, c'est vous qui le dites. Je suis allé plus loin en sortant du journalisme et en rentrant dans la société civile en plus pour tenter justement de faire bouger les lignes. Et j'ai constaté que ces deux leviers mis à contribution pour tenter de faire bouger les lignes se sont soldés les centres d'action par une sorte de goût d'inachevé. Il fallait aller plus loin. Et la politique est le seul levier qui permet d'infléchir les décisions au niveau républicain. Plutôt que de me plaindre peut-être de certains acteurs qui, de mon point de vue, n'allaient pas dans la direction que j'espérais, lutter justement, aller vers le mal de la racine qui s'appelle la France-Afrique, j'ai décidé d'aller de moi-même. Parce que j'en ai l'âge, j'ai un minimum de moyens, j'ai un certain capital social et d'estime dans le pignon, et je crois que je peux faire entendre ma voix
et me battre contre ces démons qui séquestrent nos libertés politiques, économiques et sociales et qui, par exemple, pour le cas de Bongo, le cas du Gabon, nous imposent, comme dans beaucoup de pays, un régime dictatorial. Donc, j'ai les moyens de me battre, j'ai les ressources pour me battre. J'ai décidé d'aller me battre contre ces démons qui tiennent en otage notre pays, qui participent à la paupérisation du peuple gabonais, qui séquestrent nos libertés individuelles et collectives. Je refusais que ma bataille soit forcément par procuration, c'est-à-dire par un leader interposé. J'en ai fait confiance au leader jusque-là, et maintenant je crois qu'il est temps pour moi de me jeter à l'eau. Alors, vous disiez tantôt, vous parliez tantôt d'un régime comme ça diabolique. Ça c'est certainement vous qui le dites et vous avez les raisons certainement de le dire. Mais nous, on a envie de se demander une fois de plus. Parmi tous ces sillages politiques qui existent, vous avez choisi le moins connu dans le paysage politique de notre pays, le panafricanisme. N'avez-vous pas l'impression d'avoir pris un risque énorme lorsqu'on sait que pendant une présidentielle, c'est pour engranger le plus grand nombre d'électeurs? Je veux gagner cette élection, je le sais, mais ce n'est pas l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est l'éveil des consciences, parce que même si on est président et qu'on a une population qui a été bercée dans l'obscurantisme pendant 64 ans, comme le peuple gabonais, on ne ferait rien. Donc, le panafricanisme vise à éveiller les consciences, participer à l'éveil de conscience, désigner le principal comptable du mal dont nous souffrons, qui s'appelle la France-Afrique. Parce que dans l'imaginaire populaire, les Bongos sont les premiers comptables du mal gabonais. Non, les Bongos, c'est un peu une sorte de sous-traitant de la France-Afrique. Donc si on ne regarde que le système Bongo-PDG pour dire c'est ça le mal du Gabon, on s'est un peu trompé. On ne s'est pas totalement trompé, mais on sait parce que les Bongos sont des sous-traitants de la France-Afrique. Et la France-Afrique, c'est ce régime impérialiste mis en place pour piller nos ressources. Il y a des gens qui ne savent même pas que le Gabon est riche et que ces richesses ne profitent pas au Gabon. Donc il faudrait participer à l'éveil de conscience et ce n'est que le pouvoir de la France-Afrique qui permet d'aller au-delà des Bongos pour regarder que les Bongos ce n'est qu'un arbre. Mais en dessous de l'arbre, il y a des racines qui tiennent cet arbre. Et si nous ne nous attaquons pas aux racines, nous nous attaquons qu'à l'arbre, ben les racines produiront un autre arbre. On aura beau démanteler le système Bongo-PDG. Si la France-Afrique reste en place, elle va inventer notre régime municipal. Et elle, c'est pour la tête de nos États. Donc, le panafricanisme, c'est d'abord l'éveil de conscience, dire à nos peuples pourquoi nous sommes là, qui sont les responsables de notre sous-développement, qui sont les comptables du pillage à ciel ouvert de nos ressources et qui sont justement ces principaux responsables que sont la France-Afrique, sont accompagnés par qui sont ces laquais à son service. Et donc l'éveil de conscience, c'est la première victoire. Et le panafricanisme nous donne notamment cette occasion de dire au peuple, attention, nous ne sommes pas un pays, l'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est riche, le Gabon n'est pas pauvre, le Gabon est riche. Nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'hôpitaux, notre économie est aux mains des étrangers. J'ai rien contre les étrangers, ce n'est pas de la xénophobie, mais regardez les ports aux mains des étrangers, les aéroports aux mains des étrangers, les minéraux aux mains des étrangers, le transport aux mains des étrangers, les banques aux mains des étrangers, mais l'économie gabonaise n'est pas aux mains des Gabonais. Donc il faut que nous nous réapproprions notre économie et surtout nous commençons justement par la réappropriation de notre indépendance politique qui passe par la fin de la France-Afrique. Alors, vous disiez tantôt, Monsieur le Président, si vous me permettez de vous appeler ainsi, il y a des personnes qui ne savent pas que le Gabon est riche. Pensez-vous qu'à l'heure où on parle, il y a encore de telles personnes, lorsqu'on sait qu'il n'y a pas longtemps, dans les réseaux sociaux, dans les médias, on targuait encore que voilà, le Gabon désormais, encore une fois de plus, était reconnu comme un pays, sinon des plus riches d'Afrique? Ben, s'ils savent que le Gabon est riche, comme tout le monde le sait, ils ne savent pas peut-être qu'ils pillent les ressources du Gabon. Et même s'ils le savent que le Gabon est riche et qu'ils savent qu'ils pillent les ressources du Gabon, il faudrait qu'on suscite au moins l'indignation dans le monde, dans l'opinion, pour qu'ils se lèvent.
il faut qu'ils soient indignés pour se lever. Et l'éveil de conscience permet justement d'inoculer l'indignation, et l'indignation permet aux gens non pas seulement d'avoir une intelligence éclairée, mais en plus de l'intelligence éclairée, de pouvoir se lever contre tout ce qui participe à notre paupérisation, à la séquestration de nos libertés politiques et morales, et puis aussi à la banqueroute programmée du Gabon. Ça fait 63 ans, le Gabon est gouverné au brouillon. Et à un moment, il faudrait quand même qu'on arrête. Monsieur le Président, vous parliez de l'éveil de conscience. Depuis le début de cet entretien, vous n'avez cessé de dire, d'évoquer l'éveil de conscience. Mais comment vous pensez vous y prendre pour ramener les Gabonais à comprendre la nécessité de se battre pour reprendre en main non seulement l'activité économique, mais aussi tout ce qui tourne autour pour redorer le blason vert, jaune et bleu? Comment vous comptez vous y prendre, si ce n'est pas vous demander comme ça de trahir un secret? Non, il n'y a pas de secret à trahir, c'est l'information et l'éducation. Pour que les personnes arrivent à être indignées et se révolter, il faudrait qu'ils soient au fait de la situation économique et politique du Gabon. Vous savez, on parle bien sûr le fait, par exemple, oui, la révolte est pacifique, bien sûr, c'est pas les armes. Vous savez, tout le monde sait que depuis 60 ans, les Gabonais n'élisent pas leur président. Ça, c'est un fait. Le régime Bongo PDG est un professionnel des hold-up électoraux. Je ne sais même pas si les Bongo ont gagné une élection au Gabon, je ne crois pas. Nous sommes victimes des coups d'État électoraux permanents. Ça, c'est parce que la France-Afrique, qui est comptable de la prédation de nos richesses, a besoin qu'une main de fer nous tienne. Et la main de fer complice qui a accepté de se prêter à ce sur le système Bongo PDG. Il faudrait qu'on le répète, qu'on le dise suffisamment, qu'on inonde la conscience collective pour dire ces hold-up électoraux, on n'en veut plus. Il faudrait qu'on répète aux gens que notre économie est aux mains de tous sauf aux Gabonais. Le pétrole, l'import-export, les ports, les aéroports, les banques, les Gabonais sont en dehors des principaux leviers qui participent à l'économie. Regardez un peu la question de l'importation en vivres. Nous importons plus de 90% des produits présents dans notre marché et ça nous coûte plusieurs centaines de milliards de francs CFA par an. On aurait pu avec ça construire ces écoles en lambeaux, construire mettre en place un plan national de politique agricole qui existait encore dans les années 70. Avant, même les fruits et légumes, on ne les importait pas comme aujourd'hui. On avait un ministère de l'Agriculture, je ne sais pas pourquoi ils ont détruit tout ça, peut-être avec l'arrivée du pétrole, mais il faudrait qu'on dise aux gens, on ne peut pas continuer comme ça. Et si ces pays demain décident de fermer les frontières, on fait comment? Nous mourrons. Parce qu'on n'a pas une politique nationale capable de nous permettre de vivre. Ce sont les vivres, les produits vivriers et même les produits de consommation. C'est pourquoi nous prenons justement la mise en place d'une industrialisation inverse qui permettra donc de produire, de transformer sur place les grumes, les produits halieutiques, les produits agricoles, et tout cela participera justement à notre politique de plein emploi parce que l'on créera l'emploi, l'on créera les richesses. On va inverser cette courbe ahurissante d'importation de plus de 90% des produits présents dans notre marché. Vous savez, le Gabon est au brûlant, le Gabon est un vaste chantier à reconstruire. Nous voulons participer à reconstruire ça par notre programme de refondation du Gabon, qui démarre non pas par la mise en place des industries, mais par la mise en place d'une constitution impersonnelle. Parce que depuis 90, du moins la constitution de 90, ça a été une constitution impersonnelle. Elle a été ensuite elle a été détruite de l'intérieur par l'argent roi que les Bongos ont mis à contribution pour corrompre certains opposants.
qui ont participé justement à déconstruire cette constitution. Aujourd'hui, la constitution souffre du fait du prince. C'est une constitution taillée à l'image aujourd'hui d'Ali Bongo, hier d'Omar Bongo. Non, nous allons tout remettre à plat pour faire une constitution impersonnelle et dans laquelle justement un forum dans lequel participera tous les acteurs de tous les secteurs, parce qu'elle ne doit pas être le seul fait des politiques. Après cette constitution, nous allons donc définir les contours du nouveau Gabon au plan social, économique et culturel. Au plan culturel par exemple, vous savez, au Gabon, on est fiers d'apprendre l'anglais, l'arabe, l'espagnol, les gens pensent que c'est un prestige. Mais on apprend toutes les langues sauf les nôtres. Et c'est curieux. Justement, nous allons revenir sur ces faits linguistiques. Mais monsieur le Président, lorsque vous parlez du régime Bongo, on a l'impression que ce n'est que cette famille-là qui fait le mal du Gabon. Est-ce que selon vous, vous ne pensez pas que c'est vrai que ce sont les Bongo qui ont été à la tête, juste après le président Luamba, mais que derrière, ils ont été aussi accompagnés et poussés par d'autres acteurs politiques qui aujourd'hui, par exemple, sont allés faire peau neuve du côté de l'opposition. D'ailleurs, on a l'impression aussi, dans votre discours, d'un déjà entendu lors des campagnes présidentielles, par exemple, lorsqu'on donne les chiffres, on dit par exemple qu'on va faire ci, on va revoir un peu le taux d'importation, d'exportation, ça et là. Ça, en fait, ça met de l'eau à la bouche. Pour les Gabonais qui nous suivent, ça met de l'eau à la bouche. On a envie de se demander, finalement, est-ce que on prend vraiment en compte l'aspiration véritable du Gabonais qui aujourd'hui croupit non seulement sous le poids du chômage pour les plus jeunes qui sortent des écoles et des universités. Actuellement encore, on entend parler de nos aînés, ceux-là qui méritent déjà entrer en possession de leur pension, mais qui juste alors sont obligés d'aller faire des sit-ins devant des ministères. On a envie, certainement les Gabonais qui nous suivent, ont envie de savoir Marc Ulrich Malekou Malekou, demain président. Qu'est-ce qu'il fera concrètement pour cela? Je vais commencer par répondre à votre préoccupation d'entame, la famille Bongo. Non, moi et la famille Bongo, excusez-moi, j'ai envie de dire, j'ai rien à foutre de la famille Bongo, je ne connais pas la famille Bongo. Je connais le système Bongo PDG. Dans ce système Bongo PDG, il y a les membres de la famille, qui sont justement assis sur le trône de ce système de malgouvernance et de prédation des richesses du Gabon, et à côté d'eux, il y a de nombreux Gabonais. Et comme vous le dites, certains membres du système Bongo PDG se sont aujourd'hui déversés dans l'opposition pour tenter de s'offrir une virginité politique. Parce que il faut nuancer par exemple le régime émergent, qui est celui piloté par Ali Bongo depuis son coup d'État électoral de 2009. Il a mis le régime émergent. Mais le système Bongo est antérieur au régime émergent. C'est Omar Bongo et Jacques Foccart qui les ont mis en place, avec la complicité de tous les Gabonais qui ont participé, dont certains, comme vous le dites, sont aujourd'hui dans l'opposition. Donc le système Bongo est le mal du Gabon. Le régime émergent, ce n'est qu'un levier du système Bongo. Et il faudrait justement nous défaire de l'ADN Bongo PDG qui est enfoui dans les comportements politiques de certains acteurs, tant de l'opposition que du pouvoir. Et nous n'avons pas affaire à la famille Bongo. Je lui respecte, j'ose le dire ouvertement, pour la famille d'Omar Bongo, ça a quand même été pas le premier, le deuxième président du Gabon. Mais nous avons affaire au régime Bongo PDG, qui est un système politique à l'instar de la France-Afrique, qui est un système politique géré depuis l'Élysée, et le régime Bongo PDG qui est géré par les sous-traitants de la France au Gabon, qui participent justement au chaos que nous vivons. Maintenant, M. Malekou, président, qu'est-ce qu'il veut faire pour le chômage? Je parlais de la création de plein emploi, par exemple. Le plein emploi parce que on sait que dans un de ses précédents discours aussi, le président Ali Bongo parlait également de plein emploi. Excusez-moi, Ali Bongo est un piètre politique. En 14 ans, il a mis le Gabon, ça va de soi, non pas à genoux mais au sous-sol. Non, mais les indicateurs sont là. Soit. Ali Bongo gagnerait à laisser la gérance du Gabon à des hommes beaucoup plus capables, comme moi.
plutôt que de nous embourber, d'enliser le Gabon. Ça fait 14 ans, le Gabon est en train d'être enlisé. 14 ans, le Gabon est en train de descendre plus bas que terre. Mais quand même, pour l'amour de ce pays, pour l'amour de ce pays, et le commun Gabon des Gabonais peuvent constater qu'Ali Bongo, et c'est vrai, son certificat médical sorti présente quand même des inaptitudes physiques et peut-être même mentales, mais physiques au moins. Mais on se demande si Ali Bongo a encore la plénitude de ses aptitudes mentales pour supporter la charge présidentielle. Là encore, c'est ce sont des questions médicales, ces autorités médicales vont juger, mais ce que nous voyons quand même permet de tirer la sonnette d'alarme et de nous questionner réellement si Ali Bongo est vraiment en aptitude. Au moins, ça suscite des questionnements. Et moi, ma préoccupation rentre dans ces questionnements. Maintenant, je parlais du plein emploi. Avec tout ce qu'on a comme pétrole, manganèse, minerai, fer, et ce qu'on a comme économie, seulement les recettes fiscales. Le Gabonais vit dans son propre pays. Non, nous avons la possibilité de créer des pôles industriels qui seront des niches de création de richesses et qui auront pour effet collatéral d'absorber le taux de chômage. Nous avons la possibilité de faire du 100% d'emploi et même de nous occuper économiquement et financièrement de ceux qui ne pourraient pas travailler. Au Gabon, c'est possible. Et parmi les réformes, naturellement, au plan économique, c'était de mettre à 350 000 francs CFA le salaire, pas le salaire, le revenu minimal de l'employé, j'ai envie de dire, le plus bas, de l'agent public le plus bas. Donc là, je parle par exemple de certains gardiens qui aujourd'hui sont payés à 80 000 francs parce que les sociétés privées auraient par exemple pris ce marché. Bon, mais l'État récupère tout ça par la création justement d'entreprises parapubliques pour relever le niveau de revenus et permettre justement d'avoir accès à des emplois décents. À côté de l'emploi décent, nous voulons faire de l'accès à l'hôpital et à l'école publique une gratuité en sortant de ces écoles poubelles qu'Ali Bongo lui-même a reconnues, ces universités poubelles dans lesquelles Ali Bongo... Lorsque vous, sans vous couper la parole comme ça, lorsque vous parlez d'écoles poubelles, vous n'êtes pas là aussi en train d'insulter quelque part ceux-là qui sortent de ces écoles-là avec un diplôme en main? Non. Vous pensez que ce système scolaire dans lequel le Gabon est, nous méritons ça, l'école publique, là, au point que les gens soient comme obligés, sinon condamnés, de mettre les enfants dans des écoles privées pour espérer avoir un minimum d'éducation? Ceux qui vont à l'école publique, ils y vont par contrainte. S'ils avaient les moyens, monsieur, je vous rassure que l'école publique aujourd'hui présente un visage est défiguré par la qualité de programme au rabais, défiguré par les conditions de travail défavorables aux enseignants qui sont quasiment tout le temps en grève. La sont des indicateurs assez crédibles pour montrer que l'école gabonaise est malade. Mais ce n'est pas que l'école gabonaise est malade, le pays est malade. La politique est malade, l'économie est malade, l'économie n'est plus aux mains des Gabonais, il faudrait que nous récupérions notre économie. Le social est en décrépitude, d'où cette pauvreté rampante qui assaille le Gabonais. Non, le Gabon est tout brouillon. Nous gagnerons justement à le mettre propre en votant en 2023 le candidat des gens pour l'Afrique que je suis, pour, comme je le dis toujours, signer l'acte de décès de la France-Afrique. C'est mon ambition politique. La France-Afrique, c'est fini. Et en ma qualité de futur président après 2023, je mettrai fin aux accords de coopération avec la France et nous allons mettre hors d'état de nuire le système Bongo-PDG qui est co-responsable de tous les malheurs du Gabon. Alors, chers fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Victoire, nous rappelons que nous sommes bien sûr accompagnés ici de M. Marc-Ulrich Mamalekou, qui est candidat déclaré à la présidentielle de 2023. Alors, nous parlions tantôt de l'activité économique de notre pays, qui, comme vous le disiez, se retrouve aux mains
des étrangers qui ne sont pas en cause, mais nous avons les Gabonais. C'est un constat, ce n'est pas de l'animosité. D'accord, qui ne sont pas en cause, mais les Gabonais qui nous suivent, qui nous écoutent, ont envie aussi de comprendre. Lorsque aussi bien le secteur des transports, le secteur des petits commerces qui sont pourvoyeurs, grands pourvoyeurs, j'ai envie de dire, d'emplois sont aux mains des étrangers. À qui profite le crime? Mais à qui profite le crime? À ceux qui établissent, qui sont complices de l'établissement de la gouvernance politique. Parce que comment est-ce que, pour bien comprendre, je prends un secteur comme les stations, par exemple, aux mains des Ouest-Africains, j'ai rien contre les Ouest-Africains, mais alors que le Code du travail gabonais dit ceci, monsieur, que l'on ne peut employer dans aucun secteur un étranger tant qu'il y a la compétence locale. Vous allez dans les stations, vous allez dans... C'est pas vrai, mais c'est honteux. Les textes sont piétinés. Et c'est fait à dessein pour que nous soyons, nous, à la veille d'une élection, nous courons après un billet de 5 000, nous courons après un morceau de dindon, un t-shirt à l'effigie de nos bourreaux. Non, en fait, c'est fait pour tenir en laisse les Gabonais, les éloigner de leur pays, que les plus téméraires, à la limite, meurent ici, et que les plus faibles s'expatrient. Ils veulent prendre notre pays en otage, parce que c'est quasiment le dessein qu'on nous fait. Vous avez le choix entre vous expatrier ou nous subir. Non. Et le système Bongo PDG est l'artisan de cet environnement, parce que c'est le politique qui influe sur l'environnement socio-économique. Cet environnement est mis en place par un régime Bongo PDG dont on doute de son amour pour le Gabon et qui nous impose justement parfois des non-nationaux, des Gabonais de fraîche date sur des principaux leviers de décision économique et politique pour justement que le Gabonais chez lui soit ce mendiant, soit clochardisé, soit paupérisé. Est-ce que vous croyez normal que dans un pays aussi riche que le Gabon, nous vivons ce que nous vivons? Le système Congo est là, elle prend sa part, la France-Afrique est là, elle est la matrice de tout cet environnement, parce que tant que ça existe, la France-Afrique tire son épingle du jeu. Mais tant que les nationaux vont se réveiller, elle sait que sa mort est proche. C'est pourquoi il faudrait que des gens comme nous, qui sont des nationaux amoureux de leur pays, se lèvent pour confronter la France-Afrique. Mon challenge politique, c'est de signer l'acte de décès de la France-Afrique, et avec le concours du peuple gabonais de 2023, nous signerons le décès de la France-Afrique en gagnant cette présidentielle et en débarrassant des leviers des décisions politiques et économiques des gens qui participent à cet environnement que nous venons décrire. Monsieur le Président, vous parlez de la France-Afrique. Dans France-Afrique, on entend plus France-Afrique, alors qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que nos États africains ont de nouveaux partenaires, tels que les géants asiatiques, parmi lesquels je vais citer comme ça, pêle-mêle, la Chine et l'Inde par exemple. Lorsque au Gabon, on se rend du côté de la zone économique spéciale de Nkok, on rencontre les ouvriers qui œuvrent dans les usines de cette zone. D'ailleurs, pour le moins qu'on puisse connaître, il y a une grande partie de la jeunesse qui travaille là-bas au quotidien. Mais il y a des cris qui ne cessent de se lever de ce côté, parce que les traitements que les ouvriers, les employés subissent là-bas, nous renvoient un peu, j'ai envie de dire, à l'âge de l'esclavage, sauf si j'en abuse. Qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que là, on ne parle plus de la France-Afrique, mais là, on parle de l'Asie aussi. Non, écoutez, moi, la France-Afrique, c'est un système politique qui nous tient par le cou. Je l'ai dit, vous savez, la France-Afrique, en politique, il participe à l'entretien du déni de démocratie, à nous imposer des dirigeants qui intéressent la France-Afrique et non pas des dirigeants élus par le peuple gabonais. Au plan économique, parce que pour se développer, il nous impose le franc CFA.
Mais le franc CFA, en décidant de combien nous devons avoir, de combien nous devions retourner à la France à travers des accords de marché à la con, et de décider même au plan militaire de jusqu'où nous devions nous équiper. Mais je crois que quand on veut parler de développement, il faudrait que nous commencions par nous débarrasser aussi de cette monnaie de singe qu'est le franc CFA, qui ne permettra à aucun pays au monde de se développer. Avec un franc CFA, la perspective de développement économique et de prospérité partagée n'est pas envisageable. Parce que non seulement elle est fabriquée par la France, mais la gestion est régentée par la France. La France décide de combien nos banques centrales doivent disposer, nos États doivent disposer. Elle décide... Non, mais écoutez, vous savez, c'est une insulte le franc CFA. Et nous devions nous en défaire. Pour revenir un peu sur votre préoccupation, parce que là je me suis un peu perdu. Oui, je disais, nous avons, vous parliez de la France-Afrique, mais on a l'impression qu'il y a des géants comme la Chine et l'Inde qui sont implantés dans les États africains, en particulier au Gabon, dans la zone, par exemple, économique de Nkok. Alors qu'il y a des Gabonais qui crient, parce que les traitements qu'ils subissent ne sont pas agréables, j'ai envie de dire, ne sont pas réluisants. Moi, je ne veux pas que vous confondiez, par exemple, une société d'un Chinois à l'État chinois. Il y a peut-être des sociétés chinoises, mais je ne pense pas que ce soit forcément l'État chinois. Ce sont des individus. Mais ce sont des partenaires. Ou des cartels, mais oui, mais écoutez... Ils sont installés grâce au partenariat entre les deux États. Je peux aller installer une société en France sans engager le Gabon. Moi, je suis gabonais parce que j'ai un peu d'argent. Et vous savez, c'est aussi... ça rentre dans le prolongement de la volonté du système Bongo PDG de nous paupériser. Parce que ces gens-là ne viennent pas imposer les salaires. Ces gens-là ne viennent pas imposer, de décider de maltraiter les Gabonais chez eux. Ils décident d'un contrat de travail avec le Gabon, que le Gabon valide, et ils ne font qu'appliquer. Donc, les Bongos ont décidé de nous zombifier, et avec tous les partenaires qui rentrent au Gabon, tant que ces partenaires participeront justement à l'éclosion économique et au développement du peuple gabonais, ils se rencontrent, donc ils prennent des partenaires qui participent à leur idéal politique, de nous assujettir économiquement et politiquement. Je ne pense pas que ce soit les États, même si ce sont des hommes en provenance de ces États qui ont implanté les sociétés. Tant qu'on ne débarrassera pas le mal, rien ne marchera. Parce que vous avez bien voulu répondre à notre invitation, mais rapidement comme ça, nous allons certainement vous donner la parole pour peut-être un mot de fin, pour faire un récapitulatif, pour permettre aux Gabonais qui nous suivent de comprendre la vision et la trajectoire sur laquelle vous vous positionnez en vue de mieux amorcer l'élection présidentielle de 2008. Dans le cas du Gabon, la France-Afrique. Mais après avoir dégagé la France-Afrique du Gabon, nous allons la dégager de la sous-région et nous nous attaquerons à consommer Gabon. Pas seulement en produits vivriers, comme je le disais, mais en tout, en produits de consommation. Donc nous sortirons de 63 ans de Gabon au couillon, une table essentielle dans l'histoire du Gabon. Face autant pour moi, face au peuple. À nous revoir dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et nous vous disons à très bientôt. Merci.